Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette revue de l'actualité. Pour le bien des gens qui sont sur l'appel et ceux qui nous regardent en différé, je vais vous montrer de quoi qu'on parle et à quel endroit ça se trouve. Donc, sur le côté, nous avons dans la communauté, bien sûr, nous avons un lien vers la section d'actualité. Et c'est là que vous allez trouver l'ensemble des petites nouvelles dont je parle aujourd'hui, avec aussi du texte explicatif. Voilà. Et vous pouvez aussi commenter. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, c'est là qu'on est. Et si vous voulez éventuellement faire des lectures plus approfondies, ça va être dans la section actualité. Je vais commencer d'abord par vous parler d'une petite anecdote que j'ai vu passer, que j'ai trouvé bien sympathique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un temps où est-ce que Tesla avait décidé d'accepter Bitcoin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Puis, devant la tollée pro-environnementale, il y a beaucoup de gens qui ont dit non, 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 ça n'a pas d'allure. Bitcoin, c'est énergivore, ça fait bouillir les océans. Tesla qui prétend être une entreprise qui veut sauver la planète en produisant des voitures dont l'émission de gaz à effet de serre est moindre qu'une voiture à gaz. Voilà, donc ça faisait pas de sens. Donc, à l'époque, ils ont arrêté de vendre les Tesla en Bitcoin. Mais ce qui est intéressant comme petite nouvelle ici, c'est que on s'est rendu compte en épluchant récemment les États, le rapport du troisième trimestre de 2025, que Tesla a toujours ses bitcoins. Donc, c'est pas parce qu'ils ont arrêté de accepter les bitcoins qu'ils se sont départis de leurs bitcoins. Alors aujourd'hui, à l'époque, ce qui valait 680 millions US comme trésorerie chez Tesla en Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 1,3 milliard. Donc, c'est très intéressant de voir que Tesla, au même rang que plein d'autres entreprises, continuent à garder leur trésorerie en Bitcoin et qui ont une vision à long terme. Ce qu'on peut voir aussi, c'est une expression qui dit avoir des mains de diamant. Là, ça veut dire que tu es un hodler, tu tiens tes bitcoins puis tu les lâches pas contre vents et marées. Alors, c'est intéressant, c'est une petite anecdote que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Dans la suite de nos actualités, il s'est passé quelque chose d'important qui est passé un peu sous silence, malheureusement. Mais il y a eu récemment une conférence à la Federal Reserve of America où est-ce que le gouverneur a vraiment fait l'état des lieux par rapport à la crypto. Et en gros, il faisait mention qu'il faut accueillir la perturbation. Fait que c'est comme un constat que, tu sais, if you can beat them, join them. Alors, quand la Federal Reserve of America, qui est la réserve monétaire mondiale aussi, toujours à l'heure où on se parle, prend la peine de statuer là-dessus, c'est quand même pas rien. Donc, ça parlait aussi des obstacles à l'intégration de milliers de milliards de Bitcoin, dans le fond, de valeur à la finance. Donc, il parlait d'intégration des systèmes, de mécanismes de transaction, de conformité réglementaire. Et puis ensuite de ça, la réglementation aussi de la finance décentralisée pour permettre aussi de débloquer le capital institutionnel. Dans cette conférence-là, il était question aussi que la Fed prévoit de donner aux firmes de crypto un accès direct. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les banques ou les institutions en général, ils ont un accès direct à la Fed. Alors que les gens du retail ou les épargnants, le commun des mortels, passent par des banques privées ou des banques commerciales, dans le fond, pour pouvoir avoir accès au système bancaire. Et donc, il est question de donner directement accès à la Fed, à de grandes institutions comme, mettons, Coinbase, etc. Et puis que, en fait, c'est un signal. Ce qui est important, en fait, c'est que cette nouvelle-là est passée un peu sous silence parce que ça s'est passé un peu en même temps que le fameux vendredi où est-ce que ça a chuté de 15 donc, clairement, les médias ont parlé du prix
de Bitcoin sans effleurer le sujet qui est aussi fondamental que ça, que la Fed se positionne. Évidemment, c'est un changement de garde aussi qui est à la Federal Reserve, donc le gouverneur comme tel, c'est des pions qui ont été mis en place par Trump. Donc, on voit qu'il y a un changement vraiment de posture par rapport à la Federal Reserve. Vous pourrez aller voir ce vidéo-là, c'est qui explique vraiment, c'est un grand changement de paradigme, là. Donc, ça, c'est en anglais. Il y a une petite version aussi en 2 minutes qui est un compte-rendu, une synthèse en français que vous pourrez aller lire et écouter. Sinon, autre nouvelle importante, la Russie s'ouvre aux crypto-monnaies, donc il est question de légiférer pour que la Russie puisse permettre aux gens, dans le fond, aux entreprises russes de pouvoir utiliser les crypto-monnaies pour le commerce extérieur. Fait que ça s'inscrit un peu dans la vague de sanctions économiques que les Américains ont lancé depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Et puis, on savait que le gouvernement pouvait utiliser Bitcoin et les crypto-monnaies en général en douce pour être capable de faire des échanges, de faire des achats d'armes, de munitions ou quoi que ce soit. Mais là, il est question carrément de permettre, parce que ça avait été banni, hein, l'utilisation des crypto-monnaies. C'est quelque chose d'illégal en Russie parce que la Russie voulait pas perdre la main, dans le fond, sur sa politique monétaire, mais devant le fait que les différents oligarques russes qui ont été bloqués, il y a des fonds russes qui ont été saisis, qui ont été utilisés d'ailleurs pour financer la guerre en Ukraine. Donc, c'est comme les propres économies russes en dollars américains se sont retournées contre eux pour justement de permettre à l'Ukraine de se défendre. Donc, on était vraiment dans une manipulation et une militarisation du dollar américain. Pour le meilleur ou pour le pire, là, moi, je veux pas rentrer dans les détails de qui a raison ou pas dans ce conflit-là, mais c'est juste pour vous parler du fait que comme Bitcoin est un actif, un crypto-actif qui est ouvert, transparent, résistant à la censure, sans frontières, sans limites, qui est neutre, qui est woke, qui est des diversités, diversité, équité, inclusion. Donc, c'est une démonstration patente que c'est disponible pour tout le monde, alors pour le meilleur et pour le pire, mais il reste que ça démontre une certaine ouverture. Donc là où ils en sont présentement, c'est que le ministre des Finances russe et puis la Banque centrale de la Russie ont fait une annonce récemment comme quoi il est question d'officialiser la réglementation pour que ce soit possible que on utilise des cryptoactifs comme moyen pour faire du commerce à l'international. Donc voilà une autre manière de contourner les sanctions économiques. Autre nouvelle intéressante que j'ai vu passer, et ce n'est pas rien, Larry Fink, pour rappel, c'est le président directeur général de BlackRock. Et qu'est-ce que BlackRock? C'est le plus grand financier de la planète. C'est le plus grand courtier de la planète. Et c'est eux aussi qui ont lancé le IBIT, qui est, dans le fond, un fonds négocié en bourse. Donc, vous achetez des titres de IBIT et puis ça veut dire que vous êtes directement exposé à Bitcoin au prix du marché. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Bon, il est passé à CNBC récemment et dans cette entrevue-là, Larry Fink a souligné que l'entreprise est à l'aube de la tokenisation de tous les actifs. Et évidemment, il est allé là pour aller parler du bilan, là, puis de la situation financière de l'entreprise qui battait des records, là, évidemment, depuis le lancement de son fonds négocié en bourse de Bitcoin. Mais il est question, en fait, de tokeniser des actifs. Qu'est-ce que c'est la tokenisation des actifs? C'est la possibilité, tu sais, je peux vous donner un exemple, là, tu sais, si vous voyez peut-être l'œuvre ici qui est en arrière, c'est une reproduction d'une œuvre de Théberge. L'original, hein, c'est plutôt que de faire des reproductions de l'œuvre, ou imaginez que chaque personne qui achète une sérigraphie là possède aussi un pixel de l'œuvre originale. Donc, c'est comme si à Go, on prenait l'ensemble de l'œuvre de Théberge, l'original, puis que on le fragmentait en petites parties et on pourrait dire, on va émettre, je sais pas moi, 2000 pixels ou 2000 parts de ce tableau-là.
que les gens pourront collectivement posséder ensemble. Donc, c'est l'idée de pouvoir créer un jeton ou un token ou une flotte de tokens qui représente quelque chose. Fait qu'on peut tokeniser plein de choses de cette manière-là. L'art, on peut faire ça. On peut tokeniser aussi le pied carré, le pied cube. Donc, qu'en est-il de pouvoir acheter collectivement une part d'une tour à bureau? Donc, ce qui est difficile, plutôt que de dire on va avoir une tour à bureau, on va être obligé de créer une compagnie qui va émettre des actions pour qu'on puisse détenir des actions sur la tour à bureau. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment de détenir une petite micro-part, une nano-part de propriété de quelque chose. C'est intéressant. Donc, ça peut s'appliquer à toutes sortes de modèles aussi, comme les modèles coopératifs. Voilà. Intéressant. Donc, et dans cette rencontre-là, il a lancé plusieurs leçons intéressantes, comme la prochaine révolution financière est en marche, donc la tokenisation de tous les actifs. Donc, tout ce qui s'appelle propriété, actif, titre qu'on détient, pourra éventuellement être transformé. Ben, c'est beaucoup de gestion, hein? C'est comme qui possède quel titre sur telle action. C'est toute l'information qui est gérée par des bases de données qui sont centralisées, qui sont aussi en proie à des problèmes de sécurité informatique. Donc, comment on peut se servir de la blockchain et puis justement des tokens pour pouvoir émettre des titres. Donc, selon lui, on parle d'un glissement, dans le fond, un glissement de terrain d'une mutation du monde des actifs actuels en allant vers la blockchain. Donc, c'est un monde en pleine effervescence. Et puis, les technologies que Wall Street préconise pour pouvoir aller dans ce sens-là, ben, c'est Ethereum. Donc, avis aux intéressés. Ben voilà, vous pourrez aller lire ce petit texte-là ici qui résume bien cette rencontre-là qu'il a eue en entrevue. Et puis, si vous voulez écouter, ben, il y a un compte-rendu audio en français aussi qui est disponible. Ensuite de ça, je vais juste aller plus bas. Autre nouvelle importante, ben, JP Morgan, c'est comme la plus grosse banque américaine. C'est une des plus grosses au monde. C'est pas la plus grosse au monde. Et donc, ben, ça y est, c'est officiel. Ils ont annoncé que d'ici la fin de l'année 2025, ils allaient accepter Bitcoin et Ethereum comme des garanties de prêt. Fait qu'un peu comme vous pourriez, par exemple, avoir une maison et puis cette maison-là, vous l'avez payée en partie, ben vous pourriez aller voir la banque et dire je veux réhypothéquer ma maison pour avoir un peu de liquidité. Ben, c'est la même chose. En fait, si vous avez, plutôt que d'avoir une maison, vous avez un Bitcoin, mettons, ben, il est possible d'aller mettre votre Bitcoin en garantie. Comment ça fonctionne, en fait, c'est de de l'envoyer dans un contrat intelligent qui va permettre, dans le fond, de vous dégager la liquidité, mais si vous ne payez pas votre remboursement, si vous êtes en défaut, ben à ce moment-là, il y a une saisie automatique qui se fait. Donc, la finance décentralisée permet déjà de faire ça. On peut emprunter, par exemple, des Ethereum à quelqu'un, puis après ça, ou peu importe l'actif, là, puis après ça, d'avoir des règles à respecter. Donc, je rembourse 500 $ par mois pour une partie du capital puis de l'intérêt, puis si je rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, deux balles une prise. Hein. Premier défaut, c'est pas grave. On espère que tu vas continuer à payer le prochain mois. Deuxième défaut, ça marche pas. Troisième défaut, pouf, on saisit carrément tes cryptoactifs qui ont été mis en garantie. Mais ça, c'est une grosse nouvelle parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui veulent pas avoir à vendre leur Bitcoin pour pouvoir, ou un peu comme vendre sa maison pour avoir accès à la liquidité, vous pouvez réhypothéquer votre maison, ben c'est la même chose. Donc, ça veut dire que vous pouvez conserver votre Bitcoin dans la mesure où est-ce que vous remboursez tel que vous l'avez promis à la banque. Ben, vous pouvez toujours continuer à posséder votre Bitcoin. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a une prétention dessus, hein, qui a une hypothèque légale dessus, parce que si vous n'avez pas remboursé ce que vous avez emprunté, ben à ce moment-là, il peut le saisir, mais c'est une manière pour vous de ne pas vous départir de la plus-value potentielle de votre Bitcoin. Il n'y a rien de pire que de dire j'ai 10 Bitcoins que j'ai achetés à 2000$ chacun pour 20 000$.
Puis là, aujourd'hui, ben, ces 10 bitcoins-là, ils valent 2 millions. Donc, mais là, comme je veux les vendre parce que je veux m'acheter une villa en Floride, peu importe. Ben là, vous êtes obligé de toutes les vendre. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait d'hypothéquer votre bitcoin pour avoir la liquidité, pour avoir un cash down, pour acheter votre villa en Floride. Donc, si vous êtes capable de payer les deux, tant mieux. Fait que c'est une grosse nouvelle, en fait, que je pense qui valait vraiment le détour. Voilà. Sinon, ben, dans le courant de la semaine, j'ai publié aussi de l'information, 5 révélations surprenantes sur l'avenir de la finance par les plus grands dirigeants mondiaux. Vous pourrez aller lire ça. C'est juste un petit retour là-dessus. Je vous l'avais partagé, puis je pense que vous l'avez aussi reçu par courriel. Et c'est très important de comprendre, en fait, que le Fonds monétaire international parle des cryptoactifs. Hein. C'est pas avant, ça parlait de ça comme si c'était une bébite un peu à rejeter parce que mais là, ils se sont rendus compte que t'as pas le choix, il faut que tu l'embrasses. Là. On est vraiment rendu là. On est dans le milieu financier mondial lève le drapeau blanc par rapport à ça, puis ils se disent bah, if you can beat them, join them. Donc, alors, tu peux pas le battre, il faut que tu l'épouses puis que tu l'embrasses, etc. Fait que c'est vraiment là qu'on est rendu. Le 27 octobre 2025, on est rendu à un point où c'est très institutionnel. Le monde institutionnel embarque. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, fort à parier que les prix vont s'apprécier au fil du temps. Fait que c'est ce qui complète la petite revue de l'actualité de cette semaine. Et puis, si jamais vous avez envie de partager vos propres événements d'actualité qui vous ont intéressé récemment, ben n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez lever la main. Et puis, à ce stade-ci, ben l'enregistrement officiel pour publication et rediffusion s'arrête.